oral des candidats à la présidentielle devant l'Assemblée des départements de France. Un événement que vous avez pu d'ailleurs suivre ce matin en direct sur les chaînes parlementaires. Que propose-t-il pour cet échelon territorial qui a failli disparaître du millefeuille sous le quinquennat de François Hollande? Quel avenir, quelles compétences? Élément de réponse avec Quentin Calmy. Ils avaient 4 heures pour plancher sur la décentralisation. Les 6 principaux candidats ou leurs représentants passaient leur grand oral ce matin face à des dizaines de présidents de départements. Parmi les plus attendus, Emmanuel Macron, qui s'est exprimé sous le regard attentif de son parrain en politique, Gérard Collomb, le maire de Lyon. Lyon, cité en exemple par le candidat du mouvement En Marche, proposant de réduire d'un quart le nombre de départements pour les remplacer par les métropoles. Sur ces territoires où des métropoles fortes sont constituées, il est évident qu'il faut progressivement, et c'est l'objectif pour moi du prochain quinquennat, en faire des vrais pôles de prospérité et de croissance qui pensent au niveau du département et qui pourront prendre en charge les attributions des conseils départementaux. Réduire le nombre de départements, c'est aussi la proposition de Nicolas Dupont-Aignan pour en avoir 70 ou 80 en France. Mais pour autant, le candidat de Debout la France a défendu les départements, se montrant très incisif face aux membres de l'ADF. Je suis très surpris que vous ne vous défendiez pas davantage. Dénonçant un millefeuille territorial, il propose de supprimer les conseils régionaux et de faire revenir certaines compétences à l'État. Supprimer les régions, c'est aussi la vision de Marine Le Pen, représentée par son directeur de campagne David Racheline. Nous croyons donc profondément au triptyque commune département-État que Marine propose de renforcer dans cette campagne présidentielle. Et parmi les propositions, plus de proportionnel, des référendums locaux ou encore la lutte contre la fraude aux allocations. Plus de services publics et des moyens au département, Pierre-Yves Collombat s'exprimait au nom de Jean-Luc Mélenchon, profitant de cet oral pour dénoncer les politiques d'austérité. L'aménagement du territoire, le développement des ruralités sont pour lui des leviers de la politique de relance économique qui nous permettra de sortir du purgatoire économique dans lequel le pays s'est enfermé depuis 10 ans. Même discours sur la dépense publique pour Benoît Hamon, qui a longuement défendu la nouvelle version de son revenu universel, qui englobera le RSA. Le RSA, une des prérogatives du département. Je défends donc une vision totalement renouvelée de la solidarité. Car je ne crois pas que l'urgence ce soit de pointer du doigt les personnes les plus fragiles dans notre société en leur imposant des contreparties ou en les excluant davantage. L'urgence, c'est de lutter contre la pauvreté dans ce pays et contre le non-recours à la solidarité qui est malheureusement bien plus important que la fraude. Un candidat qui prône la stabilité de l'organisation territoriale. Pas de nouvelles réformes. Dans l'immédiat, François Fillon est d'accord sur ce point. Baisse des dotations, augmentation du temps de travail et diminution des effectifs des fonctionnaires. Son credo, plus de liberté pour les collectivités. Si des départements veulent fusionner, pourquoi ne le ferait-il pas? Si, dans une région, des élus veulent expérimenter le conseiller territorial, eh bien je proposerai qu'on leur en donne la possibilité. Une matinée entière pour débattre de décentralisation. Cet événement aura ainsi permis aux candidats de développer leur vision de la France et des territoires. Et on ouvre le débat avec mes invités sur ce plateau. Jean-René Le Serre, bonsoir. Merci d'être sur ce plateau. Vous êtes le président du Conseil départemental du Nord. Vous êtes plutôt classé divers droite. Merci d'être avec nous. Stéphane Troussel est également sur ce plateau. Bonsoir. Président socialiste du département de la Seine-Saint-Denis. Vous êtes trésorier adjoint de l'ADF, l'Assemblée des départements de France. Et puis Patrick Loïdec, bonsoir. Vous êtes chargé de recherche au CNRS, spécialiste de ces questions de décentralisation. Première question pour vous, Jean-René Le Serre. Vous avez assisté ce matin, on vient de le voir, à ce grand oral des candidats. Est-ce qu'ils ont finalement répondu à vos attentes ? Oui et non, si vous voulez. Bon, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. C'est-à-dire que j'ai rarement vu autant de départementalistes en si peu de place. J'ai 2 candidats qui ont annoncé qu'ils allaient supprimer la région, par exemple. Les intercommunalités, à leur place, je me méfierais beaucoup. Mais non, le département, c'est la proximité, c'est la solidarité territoriale, c'est la solidarité humaine. Pas question de toucher au département. Et puis, ça va très mal, les départements. Donc, ils l'ont tous dit. Il n'y a pas eu un seul qui a levé la main pour défendre des politiques qui ont été menées et qui font effectivement qu'en matière d'allocation individuelle de solidarité, on n'est pas bien quand même, pas plus la Seine-Saint-Denis d'ailleurs que le département du Nord, avec les restes à charge du RSA, de l'APA et de la PCH. Et puis bon, il y a eu quelques propositions intéressantes et une matinée qui n'était pas du temps perdu. Mais de là à dire qu'on a eu des réponses, non. D'ailleurs, pour qu'il y ait des réponses, il faut qu'il y ait un dialogue. Ça a été une série de monologues. Stéphane Troussel, est-ce que vous partagez cette analyse? Est-ce que c'était des discours finalement électoralistes? On a plutôt flatté cet échelon territorial qu'est le département?
Oui, on peut voir les choses de cette manière, mais je pense qu'aussi, enfin moi j'essaye de voir les choses positivement, je suis un perpétuel optimiste. Je pense qu'on sort peut-être d'une période, au moment où le pays s'interroge, doute, on sort d'une période finalement où la mise en cause du département, justement qui est la collectivité qui organise principalement depuis 2004 à travers le versement des 3 allocations de solidarité, eh bien l'accompagnement des plus fragiles, les personnes privées d'emploi, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, au moment où on va connaître une transition démographique, la place de nos aînés, la question du vieillissement, et donc reconnaître que cette collectivité, dont c'est la mission principale, eh bien finalement elle sert peut-être à quelque chose et il va peut-être falloir régler sa situation, d'autant plus qu'on a créé des grandes régions où, de fait, en créant des grandes régions, ça a un peu sauvé le département. Et du coup, eh bien, oui, la question du financement, des moyens des départements se pose à nouveau très fortement. Alors Patrick Lelydec, sur la question de la réforme territoriale, on a quand même entendu les candidats ce matin dire qu'il fallait arrêter finalement ces multiples réformes. On n'avait même pas le temps d'appliquer, que ce soit la loi NOTRe ou la loi sur les collectivités. On appelle un peu à une sorte de stabilisation justement territoriale. Est-ce que le département, qui avait un peu sauvé sa peau sous le quinquennat de François Hollande, est de nouveau menacé dans les propositions des candidats à venir selon vous ? Je ne crois pas qu'il soit directement menacé dans l'immédiat, en tout cas dans sa généralité. Emmanuel Macron propose d'en supprimer un quart d'ici 2022. Oui, mais enfin, ça n'est pas encore fait. Par volontariat. Voilà. Et donc là-dessus, je pense que ces propositions, en fait, elles se situent dans le prolongement de l'application de la loi NOTRe, qui, disons, permet au département de déléguer un certain nombre de compétences aux métropoles, pour autant que les métropoles soient candidates à exercer ces compétences. Or, elles ne le sont pas toutes. Et donc ce point est un point important. Pour qu'on puisse supprimer des départements, il faudrait d'abord que les métropoles le réclament. Or, sont-elles toutes sur cette ligne-là ? Ça, c'est un point d'interrogation qui est loin d'être tranché pour le moment. Donc ça, c'est un point important. Le deuxième point, évidemment, c'est que, et ça a été rappelé à l'instant, les grandes régions relégitiment quand même assez largement le département dans le dispositif. Donc on a plutôt l'impression, par ailleurs, et je crois que c'était aussi le sens des propos de l'ensemble des candidats, c'est que du côté des associations d'élus, du côté des élus de base aussi, il y a une demande de respiration, de stabilité du cadre, c'est-à-dire que tout le monde dit en ce moment, laissons-nous déjà 5 ans pour digérer les réformes qui ont été adoptées, qui n'ont pas encore été complètement mises en œuvre et dont on ne connaît pas encore tous les effets, avant de jouer à nouveau, le cas échéant, un jour, à nouveau au jeu du mécano territorial. C'est ce que dit François Fillon, d'ailleurs Jean-René Le Serre. Il dit il faut laisser les territoires s'organiser. Il appelle à une nouvelle étape dans la décentralisation, mais pas de nouvelles réformes territoriales en soi. Oui, c'est ce qu'ils disent beaucoup, c'est-à-dire ils ont relu Montesquieu, il faut toucher aux lois que d'une main tremblante, et je pense que les collectivités territoriales ont besoin effectivement de stabilité pour pouvoir travailler dans la sérénité, ce qui ne veut pas dire que la loi NOTRe soit une bonne loi. Moi je ne suis pas favorable à cette loi, mais j'estime qu'il serait encore plus dommageable de la remettre en cause sans arrêt, et toutes les modifications qui sont proposées par les uns et par les autres, et notamment par les véritables candidats à la présidence, sont des propositions effectivement qui sont fondées sur le volontariat. Si des départements veulent fusionner, ils fusionnent. Si des départements et des métropoles s'entendent pour que la métropole devienne comme à Lyon... c'est l'exemple qui a été cité à plusieurs reprises par Emmanuel Macron. Mais je rejoins ce qui vient d'être dit. Si vous voulez, les métropoles, il y en a qui ne sont pas capables de prendre des compétences départementales, il y en a qui en sont capables mais qui n'en veulent pas. Moi, j'ai dû négocier avec la métropole de Lille. J'ai eu beaucoup de mal à faire en sorte qu'ils me prennent 2% du budget du département. J'ai eu un mal de chien. Et mon département, il a toujours un budget qui est l'équivalent du budget de la région des Hauts-de-France. Oui, c'est toujours assez amusant parce que je trouve que Benoît Hamon a eu raison de démarrer son discours sur ce sujet. Si le département, depuis une quinzaine d'années, a souvent été la cible et le commencement de toute réforme territoriale, à la fin, il est toujours en place, c'est peut-être que finalement, comme c'est la collectivité des solidarités, comme c'est la collectivité de l'action sociale, finalement, c'est parce que peut-être que ceux qui mettent en avant régulièrement, je pense, une forme de technostructure à la tête de notre pays, qui propose toujours les mêmes réformes à tous les gouvernements, qu'ils soient de gauche ou de
qu'ils soient de droite. Finalement, c'est peut-être les dépenses de solidarité qui sont ciblées. Et d'ailleurs, je partage le point de vue de Jean-René Le Cerf, c'est que la réalité, c'est quand les métropoles aimeraient bien absorber le département, mais elles veulent jamais prendre en charge les dépenses de solidarité assumées par les départements. Ces dépenses de solidarité, peut-être avec vous, Patrick Le Didec, puisque ça était aussi une des propositions avancées ce matin. Est-ce qu'il faut recentraliser justement cette question de versement, de financement du RSA, selon vous ? Alors moi, mon rôle n'est pas de vous faire une réponse politique sur est-ce qu'il faut ou pas. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est à l'instant qu'il y a quand même une cohérence d'un certain point de vue entre le propos d'Emmanuel Macron qui consiste à dire il faut renationaliser les dépenses du RSA et on aurait la possibilité plus facilement d'avoir des métropoles candidates au fond à l'absorption de l'échelon départemental. Parce qu'il faut bien être conscient du fait que ce qui fait peur aux métropoles, ce sont évidemment les compétences sociales du département qui coûtent plus cher que les ressources qui pourraient leur être transférées. Et donc, de ce point de vue-là, on sent qu'effectivement, il y a un package, en quelque sorte, consistant à dire, je renationalise, parce qu'effectivement, il y a des inégalités très fortes, que cette mise à la charge des départements du RSA et de l'ensemble des dépenses sociales par les lois Raffarin, au fond, a déséquilibré quand même très largement les budgets départementaux, mais de manière très inégale selon les départements. Sur ce plateau, on a 2 représentants de départements dont les budgets sont tendus. Mais d'autres sont dans des situations très différentes et donc ont des budgets qui restent relativement, confortables. Et donc pour lesquels ce sujet de la renationalisation du RSA n'est pas un sujet. Et donc de ce point de vue-là, il y a bien un clivage au sein même des départements. Avant de vous demander votre avis, Jean-René Le Cerf, je vous propose justement de réécouter Emmanuel Macron et Benoît Hamon sur cette question des dépenses de solidarité. Je suis de ceux qui soutiennent le principe de la décentralisation des allocations sociales qui avait été mise en œuvre par Jean-Pierre Raffarin au début des années 2000 parce qu'elle a eu des effets positifs, parce qu'elle a permis d'avoir un service public plus proche, la mise en œuvre d'un suivi plus individualisé. Mais il faut bien le dire, sur certaines de ces prestations, les départements sont devenus des payeurs aveugles, dont les recettes n'ont absolument pas la même dynamique, ni la même logique de dynamique que ces dépenses. Et donc, en la matière, je pense en particulier à plusieurs départements, le département du Nord qui connaît d'importantes difficultés financières, pris en tenaille entre la baisse des dotations de l'État et l'augmentation du nombre de ménages bénéficiant du RSA. On demande aujourd'hui au département de choisir entre, en quelque sorte, les prestations sociales, l'école et la culture. C'est ça la situation dans laquelle on place aujourd'hui les collectivités. Pour mettre fin à cette dérive, je souhaite donc que le versement et le financement du RSA soient recentralisés. Il faudra prendre en charge pour l'État la centralisation du versement du futur revenu universel qui englobe le RSA revalorisé et donc discuter avec vous des conditions dans lesquelles aujourd'hui autour de 10 milliards d'euros, je crois, sont consentis en dépenses par les départements pour financer cela, pour, si grossièrement les chiffres sont bons, pour 60% liés à ce qu'est la compensation de l'État et 40% à partir de ressources propres. Donc c'est ces questions-là qu'il faudra discuter, voir de quelle manière nous centralisons à nouveau ce qui doit relever à mes yeux de la mise en œuvre élémentaire de la solidarité nationale par l'État. Jean-René Le Cerf, comment réagissez-vous à ces propos? On a entendu Emmanuel Macron citer votre département justement et parler de payeurs aveugles. Oui, je crois qu'on n'a pas pu justement dialoguer. C'est-à-dire que moi, je ne crois pas une seule seconde que l'État va arriver et vous dire gentil département, j'ai 10 milliards, effectivement, je ne sais pas quoi en faire, donc je vais vous le donner. Et puis, à la limite, moi, je ne souhaite pas qu'il y ait une recentralisation totale du financement du RSA. Lorsque Manuel Valls nous l'avait proposé, après, quand on a vu ce dont il s'agissait de nous piquer l'intégralité des restes à charge, de faire en sorte que les départements pauvres, comme la Seine-Saint-Denis ou le Nord, ils donnent leur reste à charge à tout jamais, effectivement, à l'État, et que les départements riches ne donnent rien parce qu'effectivement, ils n'avaient pas de reste à charge. Ça, c'est absolument inqualifiable. Moi, j'avais fait des propositions avec un collègue de gauche, Michel Dagbert, président du Conseil général du Pas-de-Calais, pour dire, demandons seulement à l'État de jouer son rôle de péréquateur entre les plus favorisés et les moins favorisés. Ça coûterait 1 milliard. Ça nous permettrait de nous stabiliser et de faire notre affaire du financement du RSA. On pourrait peut-être commencer par cela. Il propose 10 milliards, nous on en propose 1. Il devra accepter. C'est Stéphane Troussel. Moi, je remarque simplement que
Emmanuel Macron, peut-être parce qu'il a été un ancien ministre de l'économie et des finances, le petit monde, le petit système médiatico-politique nous explique qu'il est raisonnable, sérieux, crédible. Et à l'inverse, le candidat que je soutiens, Benoît Hamon, parce qu'il a fait cette proposition de revenu universel, est taxé de farfelu. Je remarque par exemple... Qui englobera le RSA. Exactement. Je remarque par exemple que ce matin, Emmanuel Macron a généreusement donné 10 milliards aux départements, 10 milliards aux communes à travers la taxe d'habitation. Personne ne lui fait l'accusation d'être vraiment irréaliste, de ne pas soucier des dépenses publiques. En revanche, oui, moi, j'assume de dire cette dépense, elle relève de la solidarité nationale. Parce que la réalité, c'est que ni Jean-René Le Cerf, ni moi, nous fixons le montant et les critères pour percevoir le RSA. Donc ça relève de la solidarité nationale. Je rappelle que si nous les finançons, c'est parce qu'un ancien président de la République, dans les années 2000, en l'occurrence Jacques Chirac, avait promis une baisse massive de l'impôt sur le revenu et qu'en conséquence, eh bien, c'est l'impôt local qui, de fait, a été mis à contribution pour financer cette dépense de solidarité nationale. Donc, à dépenses de solidarité nationale, recettes nationales. D'ailleurs, je note là aussi que ceux qui expliquent qu'il faut réduire les dépenses publiques, continuer de baisser les dotations, font cette proposition tout de même un peu contradictoire de mettre 10 milliards sur la table. Donc, alors, on va venir à la baisse des dotations, si vous voulez bien. Ces contradictions. Juste, Patrick Lelydec, c'est vrai que si les départements perdent le financement du RSA, ils perdent aussi, ils vont être dépossédés de leurs compétences et du coup, à terme, c'est leur existence même qui sera menacée. Pas forcément, c'est-à-dire qu'on peut aussi concevoir que dans une logique de justice fiscale, entre les contribuables départementaux, il y ait une nationalisation du financement et en même temps que cette compétence continue d'être déléguée au département. Il y a un dispositif qui fonctionne et donc il n'y a pas forcément de raison de le mettre à bas pour le remplacer par quoi voilà, donc on peut concevoir, le cas échéant, techniquement, de faire intervenir les CAF, mais bon, quel est le bénéfice? Enfin voilà, la question mérite d'être débattue. Je ne crois pas que ce soit, en tout cas pour le moment, directement la question qui est posée. La question qui est posée, c'est effectivement celle des inégalités que génère en réalité la mise à la charge des départements du financement du RSA, qui n'aurait jamais dû, en réalité, à mon sens, être transféré en tant que charge. Ou alors, il l'était à un moment où on avait une fiscalité de l'immobilier qui était extrêmement dynamique, parce qu'on était en pleine bulle immobilière, et à partir du moment où les droits de mutation ont cessé d'augmenter par la suite, bah, effectivement, on s'est trouvé devant un problème de financement qui est un problème désormais structurel. Jean-René Le Cerf. Moi, je crois un peu comme vous que si on commence effectivement à retirer l'intégralité du financement du RSA au département parce que c'est de la solidarité nationale, demain, on va nous dire l'APA, c'est de la solidarité nationale, et après-demain, la PCH, prestation de compensation du handicap, c'est de la solidarité nationale. En outre, je pense qu'on est beaucoup plus compétent que l'État pour gérer le problème du RSA, que ce soit l'insertion sociale ou que ce soit l'insertion économique. Quand il y a une volonté politique, moi je l'ai bien vu dans le Nord. Dans le Nord, on a fait baisser. Et pourtant, Jean-René Le Cerf, vous avez allocataires. plusieurs fois tiré la sonnette d'alarme justement sur le manque de moyens, justement. Bien sûr, mais je demande des moyens à l'État, mais je ne lui demande pas de reprendre globalement la compétence. La compétence, on est mieux placé que l'État pour la gérer. Je demande que les moyens, ce soit simplement le moyen évident d'un État, c'est-à-dire de faire la péréquation entre les riches et les pauvres. Ça, le précédent gouvernement ne l'a jamais fait. Visiblement, c'est là-dessus qu'il a été largement critiqué par l'ensemble des candidats. Stéphane Troussel. Moi, encore une fois, je pense qu'à cette dépense de solidarité nationale doit relever une recette nationale. En revanche, oui, parce que nous connaissons notre territoire, nous connaissons les acteurs locaux, nous connaissons les dispositifs de formation, de qualification, les possibilités d'insertion professionnelle sur le marché du travail local, bien évidemment que même si le RSA ou le revenu universel, dans le cadre de la proposition de Benoît Hamon, je souhaite, et c'est la proposition aussi que fait Benoît Hamon, c'est que les départements continuent de mener les politiques d'accompagnement, d'insertion professionnelle des allocataires du RSA. Mais la motivation de la remise à l'emploi, elle est d'autant plus forte dans les départements qu'ils savent très bien que s'ils ne parviennent pas à réussir cette mise à l'emploi, ils sont juridiquement morts. Alors, Patrick Lelydec, est-ce que les
temps s'annonce difficile pour les départements, pour les collectivités territoriales. On a entendu finalement François Fillon annoncer qu'il allait continuer la baisse des dotations aux collectivités de 7,5 milliards d'euros sur 5 ans. Oui, ce n'est pas le seul. Est-ce que les départements vont devoir aussi se serrer la ceinture sans vraiment avoir de propositions en ce qui concerne, on le voit, le financement du RSA par exemple ? Moi, je pense, si vous voulez, que quelles que soient les promesses des candidats, la contrainte budgétaire, elle va s'appliquer, quelles que soient les promesses des candidats. Et donc, certains affichent des chiffres de baisse de la DGF. La baisse de la DGF, si la croissance n'est pas au rendez-vous... Dotation globale de fonctionnement, voilà. Je précise. Donc, concrètement, si l'État n'a pas de recettes fiscales en croissance, son budget est toujours en déficit, bien au-delà des engagements qui ont été pris sur le plan européen, si par ailleurs les taux d'intérêt remontent comme ça semble devoir être le cas, eh bien la charge de la dette va s'alourdir. Et donc forcément, ça n'annonce pas, je dirais, une période particulièrement heureuse pour les collectivités territoriales qui seront mises à contribution au même titre d'ailleurs que la sécurité sociale et au même titre que le budget de l'État lui-même. Donc je pense que ce sont des éléments qui sont malheureusement à ce stade relativement inévitables, sauf à réussir à trouver un élixir de jouvence et à générer une croissance qui ne semble pas, pour le moment en tout cas, au rendez-vous. Ouais. Donc la santé des collectivités, elle est indexée sur la croissance globale. Stéphane Troussel. Bon, c'est aussi un débat de politique économique en général, parce que moi je fais partie de ceux, et c'est le cas de Benoît Hamon, qui considère qu'il va falloir desserrer les taux européens. Je veux dire, on se met dans cette règle absolue des 3%. Oui, cet objectif de 3%, il a été fixé de manière totalement arbitraire. Ça aurait pu être 3, ça aurait pu être 4. Benoît Hamon qui dit on arrête un stop aux baisses des dotations. Ça aurait pu être 3, ça aurait pu être 4. Non, il y a une explication technique aux 3%. Il y a une explication des 3%. Je rappelle qu'il y a aussi dans les traités européens... C'est la croissance anticipée était de 3%. Très bien. Moi, je fais partie de ceux, par exemple, qui considèrent qu'il y a un certain nombre de dépenses publiques qui ne devraient pas être comptabilisées, notamment en ce qui concerne la France, compte tenu de son engagement en matière de politique de défense, ce que n'assume pas un certain nombre d'autres. Et donc, il y a cet enjeu. Oui, mais il existe par ailleurs... Je rappelle qu'y compris pour un gouvernement dirigé par ma famille politique, l'État était capable de trouver 40 milliards pour financer le CICE et le pacte des responsabilités, dont on ne peut pas dire que ni sur le chômage, ni sur la Mais est-ce qu'il faut, si je reviens à la question des collectivités, une loi de finances dédiée aux collectivités, un plan pluriannuel, c'est aussi ce que demandait Dominique Bussereau ce matin, le président de l'ADF. Il nous faut de la stabilité, de la visibilité. Et par ailleurs, et je crois que là aussi il y avait une forme de consensus ce matin, il faut en finir avec cette inflation normative et réglementaire qui pèse sur les collectivités et y compris que constitue pour nous des dépenses très importantes. Et puis, il faut arrêter la discrimination, si vous voulez, sinon on va saisir le défenseur des droits, puisque le département est la collectivité la plus discriminée. Les communes, par exemple, elles ont effectivement la baisse des dotations, et la baisse des dotations, on l'a freinée. Les régions, elles n'ont pas le même impact sur la solidarité nationale. On leur a donné la possibilité d'avoir effectivement les moyens d'avoir des revenus plus importants en termes de TVA. Nous avons à la fois la baisse maximale des dotations et nous avons l'envolée des allocations individuelles de solidarité. Ce n'est pas tenable. On reçoit actuellement des courriers de collègues présidents de conseils départementaux qui sont considérés comme plus favorisés que les nôtres, où les présidents disent il y a 5 mois de RSA qu'on ne va pas pouvoir budgéter. Qu'est-ce qui va payer ? Ce sera les allocataires n'auront plus leur argent, ou alors c'est l'État qui donnera de l'argent à la CAF, ce qui montre bien que le système, il est réellement au bout de sa logique et que la situation des départements n'est comparable à la situation d'aucune autre collectivité. Alors même que quand on regarde par exemple les effectifs de la fonction publique, moi je veux bien qu'on regarde l'évolution des effectifs de la fonction publique dans les départements et dans les autres niveaux de collectivité et on verrait lors d'un autre débat. Tout à fait raisonnables. Merci Stéphane Troussel. Vous soutenez Benoît Hamon, Jean-René Le Serre. Où est-ce que votre choix est fait pour cette élection présidentielle ? Écoutez, moi je regarde avec beaucoup d'attention. La famille politique qui était la mienne devrait m'amener naturellement à soutenir François Fillon. Ce sera peut-être ce que je ferai, vraisemblablement même, mais je trouve que le discours d'Emmanuel Macron est un discours tout à fait intéressant. On s'arrête un instant sur un des enjeux de la campagne présidentielle aujourd'hui. Comment lutter contre la désertification médicale ? Notre équipe s'est rendue à Belle-Île-en-Mer, dans le Morbihan. Il y a 3 ans, cette île ne comptait plus que 3 médecins généralistes, dont un qui souhaitait prendre sa retraite. Alors il a fallu mettre en place une nouvelle organisation du travail pour faire venir des médecins. Une solution originale a été trouvée et vous allez le voir, ça marche. Reportage de Samia Dechir avec Audrey Vuettaz.
Nous sommes à Belle-Île-en-Mer, une petite île de 5000 habitants. Malgré la beauté de ses paysages, ce petit bout de terre a longtemps eu du mal à attirer des jeunes médecins, jusqu'à ce qu'un généraliste ait l'idée d'une solution originale, un statut mixte où les médecins partagent leur temps entre l'hôpital et leur cabinet. Pour comprendre comment ça fonctionne, on part tout de suite à l'hôpital de Belle-Île. Docteur Pinard, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes médecin généraliste et pourtant vous travaillez dans un hôpital. C'est assez inhabituel. Oui, c'est un concept un petit peu novateur. Quand je suis arrivé sur l'île, en fait, je souhaitais m'y installer et j'y ai découvert l'hôpital de proximité. Il était vide. Seul généraliste de l'établissement, Stéphane Pinard décide de réinventer son métier. Il installe son cabinet dans l'hôpital pour les consultations du quotidien en tant que médecin libéral. Mais il réserve une partie de son temps aux urgences en tant que salarié de l'hôpital. Donc voilà la salle de déchocage où on reçoit les gens en urgence. Elle est équipée pour prendre en charge les urgences vitales, infarctus, AVC. Comment vous avez eu l'idée de mettre ce système en place? Est-ce que c'est né de vos expériences passées en tant que généraliste sur d'autres territoires? J'ai été installé tout de suite dans un milieu rural pendant 7 ans. Ça a été 7 années de non-médecine. C'est-à-dire être installé aujourd'hui, c'est beaucoup de renouvellement d'ordonnances, on va vite, c'est 40 consultations par jour. Les urgences vitales, on ne peut pas les voir parce qu'on n'a plus le temps. Donc quand on nous appelle pour une suture, une fracture, une suspicion d'AVC, faites le 15, faites le 15. Et moi j'ai envie de dire que j'avais l'impression d'avoir remplacé mon stéthoscope par un stylo. Docteur Pinard, je crois qu'il y a des patients qui vous attendent en salle d'attente, donc on ne va pas vous mettre plus en retard et puis on va vous suivre un petit peu dans vos consultations. Ouais. On y va. Vous avez rendez-vous ou pas? Rendez-vous? Oui. Rendez-vous? Non, je n'ai pas de rendez-vous. Eh bien, on y va. Alors, qu'est-ce qui vous amène? Il faudrait qu'on me fassiez mon ordonnance. D'accord. Je vais vous donner ça quand même. À Belle-Île, plus qu'ailleurs, la présence des généralistes est cruciale. On est vers les 16. Sans eux, il faudrait aller consulter sur le continent. C'est très important parce que s'il y a que juste un généraliste puis qu'on est obligé d'aller voir un spécialiste, on est obligé d'aller de l'autre côté. Bon, ben maintenant, il y en vient des spécialistes. C'est vrai que là-dessus, on est quand même gâtés. Parce que de certaines îles, il n'y a rien. Depuis son arrivée en 2013, Stéphane Pinard a été rejoint par 7 autres médecins, séduits par ce mélange entre la médecine de ville et l'hôpital. Hôte de Poix, bonjour. Bonjour. Vous coordonnez le service des hospitalisations à domicile? Alors en fait, c'est pour s'occuper des patients qui souhaitent rester chez eux mais qui ont besoin des moyens de l'hôpital, donc principalement les patients en fin de vie. Eh bien, on vous suit. Hôte de Poix s'est installée à Belle-Île il y a 3 ans avec son conjoint et ses 4 enfants. Hôte, vous êtes originaire de région parisienne et vous avez choisi de venir vous installer à Belle-Île pour votre première installation puisque vous n'avez que 33 ans. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce projet? Malgré l'insularité, on ne se sent pas du tout seul et on a l'impression de faire une médecine peut-être plus complète. Est-ce que vous auriez pu, vous installer seul en cabinet dans un territoire rural? J'aurais pas été capable de m'installer seule, isolée, loin d'un centre hospitalier malgré tout. Et puis avec un rythme de vie qui était sûrement pas compatible avec mes 4 enfants. En travaillant en équipe, les médecins de Belle-Île ont plus de temps pour leur vie personnelle. Bonjour! Un système qui a fait de l'île l'un des territoires les plus attractifs de Bretagne. Et je vous propose d'ailleurs d'écouter Frédéric Legas, c'est le président de la communauté de communes de Belle-Île-en-Mer. Il a répondu aux questions de Samia Dechir. Frédéric Legas, vous êtes président de la communauté de communes de Belle-Île-en-Mer. Il y a 4 ans, il n'y avait plus que 3 médecins sur ce territoire, dont un qui allait partir à la retraite. Est-ce que Belle-Île a failli devenir un désert médical ? On peut considérer la chose de cette manière, effectivement, avec 3 médecins pour 5500 habitants à l'année et avec des pointes estivales à 40 000 habitants, on pouvait considérer que Belle-Île allait être dans une situation assez critique et être qualifiée comme étant un désert médical. Et quelles conséquences ça aurait eu pour un territoire comme Belle-Île, cette désertification médicale ? Alors en premier lieu, une vraie perte de confiance des citoyens vis-à-vis de leur capacité à se faire soigner sur Belle-Île, et puis de vrais problèmes sanitaires avec des impossibilités d'apporter aux citoyens l'offre de soins nécessaires à leurs besoins véritables.
Est-ce qu'il n'y aurait pas eu aussi des conséquences en termes d'emploi? Une fois qu'il y a une désertification médicale, est-ce que ça peut avoir des conséquences sur d'autres pans de la vie de l'île? Bien sûr, puisque on sait très bien que pour venir s'installer sur une île, il faut avant tout être en capacité d'offrir des services publics, et l'offre médicale est le principal service attendu par une population qui souhaite rester sur un territoire. Alors il y a des communes où les maires proposent des grosses sommes d'argent pour attirer les jeunes médecins et où malgré tout personne ne vient. Alors que vous, ici, vous avez triplé le nombre de médecins en seulement 4 ans. Est-ce que la clé du succès à Belle-Île, c'est pas que la solution est venue des médecins eux-mêmes? Alors oui, la solution est venue en partie des médecins eux-mêmes, mais ça a surtout été une solution qui s'est mise en place grâce à la mobilisation d'un grand nombre d'acteurs. On a mis en place ce qu'on a appelé un contrat local de santé. Donc ça a été un souhait de l'Agence régionale de santé, du département du Morbihan, et puis surtout des élus de Belle-Île-en-Mer qui ont réussi à mobiliser tous les professionnels de santé autour d'un projet médical partagé. La population a également été impliquée dans cette opération de mobilisation. Et donc on a pu, grâce au savoir de chacun et au fait que certaines personnes se soient impliquées vraiment de manière très conséquente dans cette élaboration de contrat local de santé et de projet de territoire médical, on a pu devenir un territoire attractif, alors qu'au préalable on était un territoire en désertification médicale. Et vous êtes aujourd'hui l'un des territoires les plus attractifs de Bretagne. Comment ça se passe sur les autres îles du Ponant qui entourent Belle-Île? Est-ce qu'il y a assez de médecins? Alors sur les autres îles bretonnes, il y a parfois pas de médecins du tout. C'est même le contraire qui se passe. Les médecins ont très peu de possibilités d'exercer sur les autres îles. Donc on a réussi grâce à l'expérimentation de Belle-Île-en-Mer, à dupliquer le contrat local de santé de Belle-Île-en-Mer pour l'étendre à l'intégralité des îles du Ponant. Et ça va permettre de développer sur chacune des îles, à leur tour, un vrai contrat local pour faire en sorte que ces îles deviennent aussi attractives. Frédéric Legars, je rappelle que vous êtes président de la communauté de communes de Belle-Île-en-Mer. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Quel sera le candidat qui baissera le plus les impôts? La question risque de peser au moment de mettre son bulletin dans l'urne, alors que les Français jugent très sévèrement le système fiscal actuel. Quelles sont les propositions des candidats? On voit tout ça avec Héloïse Grégoire. Les Français portent un regard plutôt négatif sur leur fiscalité. Selon un sondage IFOP Fiducial, le système fiscal est un système injuste à 83%, compliqué à 88% et qui n'a pas su se moderniser à 63%. Concernant l'augmentation des impôts, Nicolas Sarkozy et François Hollande sont chacun désignés comme responsables pour 49%. Un constat plutôt sévère sur les 2 derniers quinquennats. À quelques jours de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron est considéré comme le plus apte à améliorer la situation fiscale pour 30%. Marine Le Pen, elle, est à 19% et François Fillon est en 3e position avec 17%. 71% des personnes questionnées ne sont pas favorables à la suppression de l'impôt sur la fortune, même si le candidat d'En Marche souhaite, lui, le réformer en exonérant l'ensemble des valeurs mobilières. La hausse du taux de TVA de 20 à 22% est l'une des mesures proposées par le candidat de la droite, François Fillon, mais 92% des sondés la rejettent. Parmi les différentes propositions des candidats, 2 mesures sont largement plébiscitées. La baisse de la TVA sur les produits de première nécessité à 89%, et la diminution de l'impôt sur le revenu à 80%. Le candidat François Hollande voulait fusionner cet impôt avec la CSG, un chantier abandonné au cours de son mandat. Sur une échelle de 1 à 10, les sondés estiment que la fiscalité est importante à 6,4 dans leur intention de vote. 51% d'entre eux pensent qu'au lendemain de l'élection présidentielle, les impôts vont augmenter. Un ras-le-bol fiscal qui devrait jouer un rôle déterminant dans le vote des Français. Et on ouvre le premier débat de Présidentielle 360 avec mes invités sur ce plateau. Vincent Delahaye, bonsoir, sénateur UDI de l'Essonne. Vous êtes membre de l'équipe de campagne de François Fillon. Justement, sur ces questions fiscales, on va bien sûr en parler sur ce plateau. Philippe Martin, bonsoir. Bonsoir. Professeur d'économie à Sciences Po, conseiller économique d'Emmanuel Macron. Merci d'être avec nous. J'accueille également Jean Messia, bonsoir. Vous êtes le coordinateur du projet présidentiel de Marine Le Pen. Et pour nous éclairer également, Mathieu Plane, bonsoir, économiste à l'OFCE. On vient de l'entendre, la fiscalité
C'est un sujet sensible et d'un côté, les Français expliquent aussi à travers notre sondage ce ras-le-bol fiscal. Ils trouvent que le système est injuste, compliqué, les recettes souvent mal utilisées. Pour autant, est-ce qu'il faut tout remettre à plat? Peut-être première question avec vous, Philippe Martin. Je pense qu'ils ont raison de penser que le système est injuste et compliqué. Il est injuste parce que, on l'a vu, et on prend nous l'exemple en particulier de la taxe d'habitation. C'est une taxe extrêmement injuste. Alors on rappelle qu'Emmanuel Macron justement veut la supprimer pour 80% des Français. Parce que c'est une taxe qui taxe plus en fait ceux qui sont les ménages les plus modestes. C'est 600 € en moyenne pour un Français. Donc de ce point de vue, c'est une réduction d'impôts qui nous paraît juste. Et par ailleurs, on veut aussi faire des réductions d'impôts sur les entreprises. C'est équilibré, puisqu'il y a 10 milliards en gros sur les ménages et 10 milliards sur les entreprises. Et là, c'est la diminution de l'impôt sur les sociétés de 33% à 25%, ce qui nous ramène vers la moyenne de la zone euro. Ouais, sans tout remettre à plat comme système, pas de révolution fiscale, c'est ce qu'on dit. Non, et il s'est engagé aussi à ce qu'on change. Si on change un impôt, on le change qu'une seule fois, parce qu'en effet, il y a beaucoup trop d'instabilité fiscale en France, et c'est ce qui fait aussi que les Français n'y comprennent plus rien et trouvent ça extrêmement compliqué. Ouais, Jean Messia, ce ras-le-bol fiscal, est-ce qu'il est entendu aussi dans le programme de Marine Le Pen? Est-ce qu'elle tient compte de cet aspect? On sait qu'elle veut justement élargir l'impôt sur le revenu à tous. Aujourd'hui, on rappelle qu'il est payé par un Français sur deux à peu près. Non, on envisage simplement de réduire effectivement les 3 premières tranches de l'impôt sur le revenu de 10%. Mais globalement, si vous voulez, ce sondage montre avant tout le regard que portent les Français sur la politique tout court, avant que ce soit la politique fiscale, parce que la politique fiscale n'est qu'un des aspects de la politique économique. Donc en fait, les Français commentent là le bilan des 20 ou 30 dernières années de gouvernement, au cours desquelles, si vous voulez, la politique fiscale est restée la dernière politique à peu près souveraine, puisque, comme vous le savez, la politique budgétaire n'est plus de notre ressort, ou quasiment plus, la politique monétaire non plus, et donc on arrive à une politique fiscale, si vous voulez, qui matraque en permanence les mêmes personnes à assiette constante, la France n'étant plus capable, justement, d'élargir l'activité, de créer une dynamique économique, seule, à notre sens, susceptible de faire baisser véritablement et sur le long terme la pression fiscale. Ouais. Vincent Delahaye, ce matraquage fiscal, c'est un argument aussi que vous entendez, ce ras-le-bol fiscal des Français? Ça fait des années qu'on le dénonce. C'est vrai qu'il y a des gouvernements successifs qui ont augmenté les impôts. Le dernier n'a pas été le moindre, puisque le quinquennat de Hollande, avec comme conseiller Emmanuel Macron, qui a été aussi ministre de l'économie pendant 2 ans, a augmenté assez largement les impôts et le poids des prélèvements obligatoires s'est alourdi. Alors bien sûr, sur la fin de la période, il s'est plutôt stabilisé, mais il s'est largement alourdi. Alors moi, je voudrais simplement dire par rapport au sondage, il y a quand même c'est facile d'interroger les gens en disant si on baisse, est-ce que vous êtes plutôt favorable? Si on augmente, est-ce que vous êtes plutôt favorable? Les résultats sont clairs, c'est assez facile. Si on n'explique pas pourquoi, moi je pense que la fiscalité, c'est un outil. C'est un outil qui est aujourd'hui beaucoup trop compliqué en France, c'est vrai, il est trop lourd et trop compliqué. Donc il faut le baisser et aussi le simplifier. Et pas le faire tout le temps non plus, mais le faire une bonne fois au début d'un quinquennat et de façon à ce que les effets soient durables. Mais par exemple, l'augmentation de la TVA, moi j'aimerais bien qu'on y revienne, parce qu'elle a un but, l'augmentation de la TVA, c'est de réduire les charges sociales. C'est de réduire les charges sociales, et notamment sur les salaires. Ça veut dire que les salaires des personnes vont augmenter. Et ça, il faut qu'ils le sachent, parce que la hausse de la TVA, c'est pour transférer une partie des charges sociales sur la TVA, et notamment aussi sur les importations. C'est ça qui est important, parce qu'aujourd'hui, les importations, elles ne payent pas. Elles ne payent pas la couverture sociale en France. Et on a une couverture sociale qui est très généreuse, tant mieux, mais il faut pouvoir continuer à la payer, et pour la payer, il faut pouvoir faire payer les importations. Ouais. Mathieu Plane, quel regard portez-vous justement sur ce qu'on vient de dire, à la fois cet aspect, un système complexe, injuste, avec une mauvaise compréhension des recettes qui sont utilisées? Alors, je pense qu'il y a d'abord plusieurs choses. Il y a beaucoup de confusion parce qu'il y a eu énormément de mesures fiscales ces dernières années. Il faut juste rappeler ce qui s'est produit depuis 2010. On avait un déficit extrêmement élevé suite à la crise, la volonté de réduire rapidement ces déficits et le choix de le faire principalement par la fiscalité. Donc le choc fiscal a commencé en 2011. On voit qu'on a une forte augmentation des prélèvements. Ça a été poursuivi effectivement sous le quinquennat de François Hollande. Et puis après, en 2014, il y a le tournant vers la politique de l'offre. Et donc, les allègements de cotisations, le pacte de responsabilité, le CICE, il a fallu le financer. Et donc, vous vous retrouvez dans une situation où, au final, la fiscalité à partir de 2014 sur les entreprises diminue. C'est un soutien au tissu productif, c'est un peu ce que vous souhaitez faire. En revanche, il a fallu financer à la fois la réduction des déficits et cette compétitivité. Or, au final, vous arrivez en 2017 avec des niveaux de prélèvement sur les ménages historiquement élevés.
et les entreprises qui ont retrouvé un peu d'oxygène par les baisses de prélèvements. Mais le ras-le-bol fiscal, en fait, on a tendance à le concentrer sur l'impôt sur le revenu, sauf qu'il y a beaucoup d'autres prélèvements. Et sur les ménages, il faut rappeler que l'impôt sur le revenu, c'est que 15% de l'impôt sur les ménages. Parce qu'à côté de ça, vous avez la fiscalité indirecte, vous avez la fiscalité écologique, vous avez la fiscalité locale, vous avez les cotisations sociales, vous avez la CSG. Et donc, c'est l'ensemble de ce périmètre-là qui est important. Et surtout, ce qu'on maîtrise assez mal, c'est quels ont été les impacts redistributifs là-dedans. C'est-à-dire que, est-ce que ça a été fait de façon égalitaire? Est-ce que ça a été fait avec une ambition de réforme fiscale d'ensemble? Non, absolument pas. On a superposé des couches et donc plus personne n'y comprend rien. Et donc, les gens ont l'impression qu'ils payent beaucoup d'impôts, et en même temps, on a des services publics qui ont plutôt diminué parce qu'on a la réduction des dépenses publiques. Donc il y a un travail de pédagogie à faire, de mise à plat, aussi bien du côté des entreprises, aussi bien du côté des ménages. Le risque, c'est encore de rebousculer le système et effectivement d'arriver dans une situation où plus personne ne comprend rien, jusqu'à un ras-le-bol fiscal total. Avec une mesure qui est le prélèvement à la source, qui va être mise en place. Ça, est-ce que si Emmanuel Macron arrive au pouvoir, est-ce qu'il revient sur cette mesure, Philippe Martin? Non, a priori, il garde ce prélèvement à la source. Ouais. Nous comptons au contraire la remettre en cause, puisqu'en fait, le prélèvement à la source, si vous voulez, ne fait que transférer la charge du calcul de l'impôt de l'administration fiscale vers les entreprises, avec en plus un problème de transfert de données de personnel, si vous voulez, par rapport à la situation de votre ménage, de vos enfants, etc., à l'employeur. Donc nous sommes effectivement extrêmement contre cette mesure que nous entendons abroger si nous arrivons aux responsabilités. Oui, Vincent Delahaye, qu'en est-il? Oui, François Fillon a annoncé qu'il ne souhaitait pas maintenir en l'état, pour l'instant, la réforme. Il faut savoir que le prélèvement à la source, sur le fond, ça devrait être une bonne mesure. Ça devrait être une bonne mesure si l'impôt n'était pas si compliqué. L'impôt français est très compliqué. Donc si l'impôt était simple, c'est vrai que ça serait une bonne mesure et ça serait une simplification pour tout le monde. Mais là, ça a été présenté comme une réforme de simplification. Ça ne va pas simplifier du tout pour le contribuable. Le contribuable, il a des avantages, des retenues, des choses qu'il va devoir de toute façon faire connaître à l'administration fiscale pour corriger ces prélèvements, les prélèvements qui ont été faits. Donc en fait, pour lui, ce n'est pas une simplification. Pour les entreprises, c'est une complexification. Donc aujourd'hui, on ne voit pas les avantages. On devrait les voir, mais pour les voir, il faut d'abord commencer par simplifier l'impôt pour pouvoir ensuite effectivement prélever à la source. Sans compter que la notion de ménage, elle disparaît dans cette approche. C'est-à-dire qu'on n'impose plus un ménage comme c'est le cas aujourd'hui, on impose un individu. Non, je pense qu'il y a un point important. Moi, je pense que c'est plutôt une bonne mesure. C'est-à-dire qu'au moins... Effectivement, il n'y a pas de modification du système fiscal. On garde le quotient conjugal, le quotient familial. Il y aura une déclaration d'impôt. La chose intéressante, c'est que d'avoir moins de décalage entre l'impôt payé et les revenus. Le problème, c'est que quand vous avez des revenus fluctuants, vous pouvez vous retrouver à avoir justement des prélèvements qui ne correspondent pas à votre situation budgétaire ou fiscale du moment. Et donc, vous avez des décalages importants, soit parce que vous perdez votre travail, soit parce que vous êtes chef d'entreprise et vous avez des revenus fluctuants. Et donc ça, c'est un vrai problème. Donc le prélèvement à la source permet au moins de coller mieux à la situation économique ou fiscale du ménage à un moment donné. Donc je trouve que ça, c'est plutôt une bonne mesure. Et du coup, je pense qu'il faut la maintenir. Ouais. Je voudrais qu'on s'arrête également sur une des propositions de Benoît Hamon qui veut reprendre ce qu'avait finalement voulu faire Jean-Marc Ayrault, à savoir la fusion de la CSG avec l'impôt sur le revenu. Ça, c'est un appel à une véritable révolution fiscale. C'est le seul candidat, Benoît Hamon, à reprendre cette mesure. Qu'en pensez-vous, Mathieu Plane? Alors, il faut préciser les contours de la mesure. D'abord, est-ce qu'on le fait à budget constant, ou est-ce que justement l'idée c'est de redonner un peu du souffle aux classes moyennes? Parce qu'il y a quand même cette idée derrière là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, l'impôt sur le revenu est quand même très concentré. En tout cas, il y a moins de 50% des ménages qui le payent. Donc, alors que le CSG, vous le payez à partir du 1er euro. C'est ce qu'on appelle une flat tax, c'est-à-dire que le taux est constant dès le 1er euro. Donc, l'idée, effectivement, dans la fusion, c'est de dire c'est une façon de rebarimiser tout ça. Et si vous voulez redonner du pouvoir d'achat à travers la fiscalité, effectivement, c'est une solution. Après, il y a quand même un certain nombre de problèmes. C'est-à-dire qu'on voit que l'impôt sur le revenu est familialisé. La CSG est individualisée. C'est en fonction de votre salaire, pas de votre situation familiale. Et donc, il y a aussi tous ces aspects-là qu'il faudra traiter. Il y a le fait que l'impôt sur le revenu a beaucoup de niches fiscales, la CSG pas du tout. Et donc, la fusion nécessite, au-delà même de l'idée de redistribuer des richesses plutôt sur les classes moyennes ou du pouvoir d'achat, de savoir est-ce qu'on va plutôt vers l'individualisation ou plutôt la CSG va plutôt se caler sur l'impôt sur le revenu, et ça, c'est pas clair pour le moment. Ouais. Philippe Martin, Emmanuel Macron, on n'en veut pas de cette fusion Non, parce qu'un des dangers, c'est que toutes les niches fiscales qu'on a sur l'impôt sur le revenu ne gangrènent en fait la base fiscale de la CSG.
Je ne dis pas que c'est parfait comme système, mais je pense qu'il ne faut pas ajouter les complexités aux complexités. Alors, en revanche, moi je suis aussi favorable à aller vers plus d'individualisation de l'impôt. On le sait en particulier pour le travail des femmes, c'est un point important, parce qu'aujourd'hui, en fait, dans un couple, s'il y a une grosse différence de salaire entre l'homme et la femme, ça incite peu la femme à travailler plus, puisqu'elle est taxée à un niveau très important. Donc je pense que ça, c'est un point important, et c'est pour ça qu'on donne l'option de l'individualisation sur l'impôt sur le revenu. Ouais, Jean Messia, pas de hausse de la CSG dans le programme de Marine Le Pen. Par contre, ce que je voudrais vraiment revenir là-dessus, c'est que aujourd'hui, si vous voulez, la politique fiscale, c'est vraiment une gestion de la Bérésina, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on a eu une période très austéritaire qui contraint l'activité, et donc la politique fiscale se complexifie d'une certaine façon parce qu'on est en permanence à la recherche de solutions pour contrebalancer une baisse tendancielle des recettes. Donc nous, notre projet, il est cohérent, c'est-à-dire d'un côté, on veut recréer de l'activité, notamment avec la réindustrialisation, avec le retour de la souveraineté qui va nous donner des outils pour agir, et de l'autre côté, effectivement, la réorientation de la politique fiscale vers un allègement de la pression fiscale, à la fois sur les ménages modestes, sur les petites et moyennes entreprises qui font partie de notre priorité, puisque les grands groupes, par définition, n'ont pas besoin, et en plus, ils procèdent à des optimisations fiscales et à des évasions fiscales. Donc nous, notre projet est cohérent parce qu'il faut agir sur les deux branches, c'est-à-dire d'un côté l'activité et de l'autre côté la politique fiscale. Ouais. Vincent Delahaye, sur cette question fusion CSG, impôt sur le revenu. On ne propose pas du tout la fusion de la CSG de l'impôt sur le revenu. On voudrait simplifier déjà l'impôt sur le revenu avant toute chose. Et on souhaite alléger la fiscalité à la fois des ménages, mais aussi beaucoup des entreprises, de façon à redonner des capitaux aussi à l'économie. Parce qu'une voiture, elle n'avance pas sans carburant, et une économie, elle n'avance pas sans capitaux. Et aujourd'hui, on a besoin de redonner ces marges de manœuvre aux entreprises pour créer des emplois. Et c'est ça la logique fiscale qui est celle de François Fillon. Et il ne faut pas oublier aussi que pour baisser les impôts, moi je l'ai dit toujours au Sénat, il faut d'abord commencer par baisser la dépense publique. Et ça, il n'y a pas beaucoup de candidats qui s'engagent dans cette voie-là. Et pour baisser la dépense publique, il faut réformer. Si on ne réforme pas sur le fond, on n'arrivera jamais à baisser les impôts. Donc il faut que les Français comprennent bien qu'ils veulent des baisses d'impôts, et je comprends bien, moi je suis le premier à les vouloir, mais pour cela, il faut qu'on arrête la croissance de la dépense publique qui a été ininterrompue depuis des années et des années. Donc il faut vraiment rentrer dans un système où fait baisser, comme dans les collectivités. Dans les collectivités, on a baissé nos budgets. On ne les a pas moins augmentés qu'avant. On les a baissés. Donc, simplement, on a plus de collectivités, ce qui fait que, globalement, le budget des collectivités, parce qu'en France, on multiplie les structures. Donc, il faut arrêter cette multiplication des structures, il faut simplifier, et il faut baisser la dépense publique pour pouvoir baisser les impôts. Et ça, c'est la logique de François Fillon. François Fillon qui veut aussi supprimer l'ISF, Vincent Delahaye, il est un peu le... Alors, l'ISF, c'est par rapport aux capitaux. Hein. Je disais tout à l'heure, l'économie a besoin de capitaux. Aujourd'hui, on a découragé beaucoup de détenteurs de capitaux. Et notre ISF, alors, moi, j'ai quelques nuances sur ce sujet-là. Hein. Je suis à l'UDI et je n'ai pas forcément participé dès le départ à la définition du projet. C'est vrai que sur l'ISF, moi, je serais plutôt pour un fort allègement plutôt qu'une suppression. Mais il faut redonner aux détenteurs de capitaux l'envie d'investir dans notre pays. Ouais, la suppression de l'ISF, on sait que c'est particulièrement sensible, Mathieu Plane. Moi, à mon sens, hein, le problème que ça pose, c'est d'un côté augmenter la TVA. Et supprimer l'ISF. C'est-à-dire qu'effectivement, la TVA, tout le monde la paye. Deux mesures du programme de François Fillon. Et surtout, plus vous êtes en bas de l'échelle des revenus, plus la part de TVA payée est importante. À l'inverse, l'ISF est concentré sur les produits de première nécessité. Non, mais sur 1%. Et donc, il y a quand même un transfert. C'est-à-dire qu'au final, globalement, c'est plutôt les classes moyennes et les classes populaires qui vont financer ce programme par la hausse de la TVA. La réduction de la dépense publique, on sait que c'est quelque chose qui est anti-redistributif. La dépense publique participe à 80% à la réduction des inégalités par l'éducation, la santé, un certain nombre de choses. Donc si vous réduisez la dépense publique, vous baissez la fiscalité sur les entreprises et la fiscalité sur le capital, et vous réduisez la dépense publique et vous augmentez la TVA, vous allez avoir quelque chose qui est très anti-redistributif. En augmentant les salaires. Et qui risque d'être très inégalitaire. Donc c'est pour ça, et d'ailleurs, on le voit, hein, ça a été aussi sûrement une des erreurs peut-être du quinquennat passé, c'est qu'il y a eu beaucoup fait sur la dépense publique, beaucoup pour baisser la fiscalité des entreprises, mais assez peu finalement pour soutenir le pouvoir d'achat d'un certain nombre de catégories sociales. Et notamment, on s'est retrouvé avec une politique d'offre qui a été pas si efficace ou moins efficace que ce qu'on aurait pu espérer, parce que justement on a tapé trop sur la demande, et notamment on a tassé quand même beaucoup le pouvoir d'achat des classes moyennes. Philippe Martin, Emmanuel Macron veut transformer l'ISF en un impôt sur la fortune immobilière. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça va fonctionner? C'est très simple, on garde l'ISF, mais on en enlève tout ce qui est pas immobilier.
Donc l'objectif, c'est assez clair, hein, c'est de dire que tout le capital productif, on ne veut pas le taxer, on ne veut pas le mettre sur l'impôt sur la fortune. Donc l'objectif, c'est qu'en effet, il faut qu'il y ait plus de capital en France, mais que ce soit du capital productif. Et de ce point de vue, en effet, ça signifie qu'on concentre l'ISF sur l'immobilier, qui est plus une rente que du capital productif. Alors par ailleurs, moi je suis d'accord qu'en effet, si on veut baisser les impôts, il faut baisser les dépenses. Mais il faut le faire de manière à la fois juste et assez équilibrée sur le plan macroéconomique. C'est-à-dire que moi je considère qu'une baisse de 100 milliards des dépenses publiques, hein, puisque c'est l'objectif de François Fillon, c'est gigantesque. Et là, en effet, il y a vraiment un grave danger de casser la croissance. Donc, de fait, il faut baisser les dépenses, parce que sinon vous ne baisserez pas les impôts, ça c'est clair. Et puis il faut baisser les déficits, mais il faut le faire de manière équilibrée. Et donc nous, on est sur un étiage de 50 milliards en fin de quinquennat, ce qui nous paraît beaucoup plus juste et beaucoup plus équilibré. Et par ailleurs, hein, nos baisses d'impôts, en effet, elles sont plus équilibrées et plus justes, au sens où en particulier, les classes modestes, hein, et en particulier avec la taxe d'habitation, vont bénéficier de cette baisse d'impôts. Ouais. Mais la mesure d'Emmanuel Macron ne vise tout simplement qu'à transférer une partie de l'impôt sur la fortune sur les classes moyennes en réalité. C'est de ça qu'il s'agit. Donc en fait, avec cette réforme-là, les très riches paieront moins d'impôts et la classe moyenne se verra encore matraquée. Alors, Philippe Martin, si vous pensez que les très 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 riches payent l'impôt sur la fortune, vous vous trompez. Parce qu'en effet, ils ne payent pas. D'abord, je vous rappelle que l'impôt sur la fortune, de toute façon, il est capé à 70% du revenu. Et ce qu'on sait, on le sait en particulier sur, par exemple, Madame Bettencourt, c'est que ces gens-là ne payent très peu d'impôts. Non, les très très riches ne payent que très peu d'impôts sur la fortune. Je ne parle pas des très très riches, je parle des très riches. Ouais. Marine Le Pen, elle le maintient, l'ISF, Jean Messia. On a d'autres mesures, par exemple sur les droits de succession, pour faciliter la succession des entreprises. Mais je reviens, la question de la baisse des dépenses. Pour nous, on récuse un petit peu cette logique un petit peu comptable qui consiste à considérer que l'État, c'est un agent comme un autre, pour lequel, effectivement, il faut les recettes d'un côté, les dépenses de l'autre, et par un jeu de vases communicants, on fait baisser l'un, on fait baisser l'autre. La réalité, c'est que l'État n'est pas un agent comme un autre. Ça fait quelques années, depuis plusieurs années déjà, qu'on est dans une perspective, en tout cas d'une tentative de baisse des dépenses. On voit bien que ça entraîne des effets procycliques qui réduisent l'activité, qui agissent sur les recettes et qui, du coup, nous entraînent dans un espèce de cercle vicieux, si vous voulez, de baisse des dépenses, baisse des recettes, baisse des dépenses, et on n'en sort pas. C'est d'ailleurs l'austérité imposée par Bruxelles. Ouais. Mathieu Plane, ensuite je vous en ai parlé, Vincent Delahaye. Juste, moi j'ai lu le programme de Marine Le Pen et il y a 60 milliards ou 58 milliards de réduction de la dépense publique. Oui, de la dépense publique, des mauvaises dépenses publiques. Oui, enfin, en net, vous êtes à 58 milliards. Alors c'est vrai que vous dites que vous remettez la retraite à 60 ans. La chasse au gaspille, vous augmentez le budget de la défense 3% du PIB, mais vous faites quand même 60 milliards d'économies. Oui, mais il y a quand même quelque chose qui n'est pas clarifié dans. Lisez bien l'économie générale du programme, vous verrez que non, mais justement, les économies sur les dépenses sont très clairement identifiées. Hein. C'est les économies sur l'immigration, les économies sur la fraude, l'économie sur l'Union européenne, l'économie sur la réforme territoriale, les 3 échelons, tout ça. Enfin, lisez, tout ça est détaillé. Hein. Du coup, je trouve que c'est un peu. Enfin voilà, vous dites d'un côté, finalement, vous n'avez pas cet objectif comptable de dépenses publiques. Quand on regarde votre cadrage, vous avez un objectif comptable de réduction de dépenses publiques, alors même que vous annoncez une relance de la dépense publique. C'est un objectif économique, c'est pas pareil. Alors Vincent Delahaye, moi je voudrais dire qu'on sous-estime largement, et la plupart des candidats sous-estiment la situation actuelle de la France sur le plan financier. On a une dette considérable de 1100 milliards, les gens ne se rendent absolument pas compte de ce que c'est, et qui est détenue surtout à 60% par des étrangers. Donc qui, à un moment donné, peuvent nous imposer des choses, et notamment si les taux remontent. Donc je pense qu'il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier non plus l'objectif d'une politique fiscale. Et l'objectif de la politique fiscale, c'est quand même de mettre du carburant dans l'économie de façon à créer des emplois et aller vers le plein emploi. Ça, c'est l'objectif prioritaire, parce que le chômage, on n'en parle pas suffisamment, à mon avis, mais il faut en parler beaucoup plus que ça dans la campagne. C'est l'objectif prioritaire de François Fillon. Et le deuxième objectif, c'est de faire reculer la pauvreté. La pauvreté a augmenté ces dernières années de façon assez considérable, et il faut faire reculer cette pauvreté. Et on ne pourra pas le faire si on ne crée pas cette richesse. Alors pour la TVA, je voudrais préciser, parce que tout à l'heure, ça n'a pas été dit, mais par rapport aux produits de première nécessité, la TVA ne bougerait pas. Et moi, je suis pour une redéfinition des produits de première nécessité. Parce qu'on met aujourd'hui, par exemple, des sodas dans les produits de première nécessité, alors que le soda n'a rien à y faire. Donc, il
il y a un toilettage à faire de façon à ce que, effectivement, par rapport aux couches modestes, ça ne touche pas et qu'il y ait éventuellement même d'autres produits qui soient dans les produits à taux réduit, qui ne bougeraient pas. Et par contre, pour le reste, et pour faire notamment payer notre protection sociale par les importations, il faut augmenter un peu le taux de la TVA. Mais la politique fiscale à elle seule ne suffit pas. C'est-à-dire que je partage l'objectif que vous citez en termes de plein emploi, de croissance, etc. Mais la problématique, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un État manchot ou un État cul-de-jatte. C'est-à-dire que vous n'avez que la politique fiscale pour agir, grosso modo, puisqu'en réalité, les amendements de souveraineté successifs nous empêchent finalement d'avoir une politique macroéconomique équilibrée en jouant sur tous les leviers susceptibles, elle seule, de provoquer le cercle vertueux dont vous parlez. Donc il faut d'abord, si vous voulez, un projet qui ne prévoit pas d'abord la récupération des outils de souveraineté pour pouvoir mettre en œuvre une politique macroéconomique équilibrée. C'est en réalité un attrape-nigo. Voilà, enfin, ce sont des projets qui, de toute façon, ne verront jamais le jour parce qu'on n'aura jamais les outils pour les appliquer. Ouais. Thierry Martin, on arrive bientôt, Philippe Martin, pardon, au terme de ce débat. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire les Français paieront moins d'impôts avec Emmanuel Macron? Est-ce que ça, c'est électoraliste de dire ça? Je ne sais pas si c'est électoraliste, mais si on part du constat qu'il y a trop d'impôts et que ces impôts sont injustes, oui, ils vont payer moins d'impôts. Il y a 10 milliards, en effet, de baisse de dépenses d'impôts sur les ménages. Ouais. Vincent Delahaye, même question pour vous. Avec écoutez, je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, il y a une volonté de baisser aussi de 10 milliards. Tout à l'heure, la réduction de la dépense publique qu'a été annoncée par Macron, c'est 60 milliards, mais par rapport à l'évolution spontanée des dépenses. Mais c'est la même chose. C'est ce qu'a fait Hollande, depuis un moment. C'est exactement le même calcul. Excusez-moi, les 50 milliards, non, c'est pas du tout le même calcul. Les 50 milliards qui ont été annoncés par M. Valls avec M. Hollande et M. Macron au gouvernement, c'était une réduction aussi par rapport à l'évolution spontanée, ce qu'on n'a jamais eu en fait. On n'a jamais eu, sauf dans les collectivités locales, où ça, on l'a bien eu. Donc nous, on est pour une vraie réduction de la dépense publique avec des réformes, parce que si on ne fait pas de réformes et si on ne propose pas de réformes, c'est pas facile de proposer des réformes, parce que c'est pas facile pour les gens de l'entendre, mais moi je pense qu'il faut être réaliste par rapport à la situation de la France, et il faut savoir où on a envie d'aller dans 10 ans. Et c'est ça qu'il faut regarder. Jean Messia. Nous, on n'est pas dans une approche globale, si vous voulez. Nous ciblons la baisse des impôts. Les gens qui paieront moins d'impôts, ce sont les classes moyennes et ce sont également les petites et moyennes entreprises qui sont les deux priorités de notre projet. Ouais. Mathieu Plane, pour conclure avec vous, on voyait dans notre sondage que 30% des Français faisaient plutôt confiance à Emmanuel Macron pour améliorer la situation fiscale. Est-ce que vous êtes d'accord avec cet élément? Je ne vais pas me prononcer, savoir si effectivement je suis d'accord ou pas là-dessus. Ce que je veux dire, c'est que il y a quand même aussi un vrai toilettage à faire, ne serait-ce que sur les allègements, par exemple, des entreprises. On voit qu'on a eu les allègements Fillon, on a eu le CICE, le pacte de responsabilité, tout ça crée aussi de l'instabilité et c'est illisible, à mon avis, pour les entreprises. Donc il y a aussi un travail à faire de ce côté-là. Et puis, moi, je pense qu'effectivement, on a eu 7 ans d'austérité fiscale, notamment pour les ménages, et qui est un geste important, et effectivement, de réorienter les baisses de fiscalité vers eux, tout en essayant d'avoir plus de lisibilité du côté des entreprises. Ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer les cotisations pour les entreprises, mais il faudrait clarifier un peu aujourd'hui les objectifs poursuivis.